Vladimir Poutine a commis une erreur fatale. Pendant des mois, il avait planifié une offensive de printemps sans faille. Les usines produisaient des munitions sans arrêt et des milliers de nouveaux soldats étaient envoyés sur les lignes de front. L'objectif était clair, écraser tout sur son passage et engloutir tout Donetsk. Un scénario parfait, une énorme confiance en soi et une erreur de calcul fatale. Même les plans les plus parfaits ne durent que jusqu'au premier mouvement de l'ennemi. Le matin du 30 janvier, lorsque le 425e bataillon Skalia d'Ukraine a porté ce premier coup avec seulement 200 soldats au cœur de ce schéma supposément invincible, l'énorme illusion que le Kremlin avait créée sur le champ de bataille s'est brisée en quelques secondes, se transformant en un énorme tas de décombres. Dans un instant, vous allez voir comment une simple fissure étroite de 19 km de long sur la carte a paralysé toute une armée et a instantanément transformé l'arrière intouchable de la ligne de front en un terrain de chasse fermé. Cette opération historique, dans laquelle le chasseur et le chassé ont échangé leur rôle en quelques secondes, a commencé par ce premier pas silencieux que le 425e bataillon Skalia a fait sur le champ de bataille ce matin-là. Avec seulement 200 troupes d'assaut, le régiment a pénétré les lignes défensives que la Russie fortifiait depuis des mois. Cette attaque était bien plus qu'une attaque frontale traditionnelle. C'était une opération d'infiltration de précision à grande vitesse. Après 3 jours de combats urbains extrêmement intenses, le régiment Skalia a percé les lignes russes. Il a réussi à pénétrer à 19 km de profondeur et à libérer la localité de Ternov. Cette avancée de 19 km peut sembler être une petite zone sur la carte. Cependant, en termes de logistique et de stratégie militaire, elle représente un désastre complet pour la Russie. La brèche dans la défense signifie que les lignes de communication et d'approvisionnement des forces russes dans la région sont désormais directement à portée de l'artillerie ukrainienne et des véhicules aériens sans pilote. En fait, cette situation a douloureusement démontré que les zones de rassemblement que le commandement russe croyait sûres derrière les lignes de front ne sont plus sécurisées. Bien que la phase principale de l'opération soit terminée, de violents affrontements avec des éléments russes isolés essayant de tenir dans la région se poursuivent encore. Cependant, le fait le plus marquant est que plus de 600 soldats russes ont été neutralisés au cours de cette opération. Les images reflétées dans des rapports indépendants du terrain montrent que les forces ukrainiennes ont atteint le stade de l'achèvement des opérations dans 3 petites localités de la région et mènent des opérations de nettoyage dans 2 autres localités. Une fois ces opérations de nettoyage terminées, les derniers petits morceaux de territoire que la Russie pourrait occuper dans la région de Dnipropetrovsk seront également complètement libérés. Ce n'est pas seulement un gain territorial, cela signifie également que la capacité de l'armée russe à poser une menace stratégique pour le fleuve Dniepr a été effectivement éliminée. Alors, comment le régiment Skalia a-t-il ouvert cette brèche ? La réponse réside dans les opérations de cécité que l'Ukraine mène systématiquement depuis des mois. Une armée qui ne peut pas communiquer ne peut pas combattre. Examinons de plus près les développements autour de Myrhorod, au nord-ouest de Dnipro. Alors que la 79e brigade d'assaut aérien s'engage dans de lourds combats d'infanterie à la périphérie nord de la ville, une guerre technologique complètement différente fait rage en arrière-plan. Les forces russes utilisent les zones urbaines civiles comme boucliers pour frapper les lignes logistiques ukrainiennes et étendre la portée de leurs véhicules aériens sans pilote. Ils tentent d'établir un réseau électronique invisible en installant des antennes et des répéteurs de communication sur les toits des immeubles à plusieurs étages dans les zones centrales. Alors, que font ces antennes ? En termes simples, ces antennes sont des ponts de signal qui permettent aux drones kamikazes russes d'atteindre leur cible. Si vous détruisez ces ponts, les drones deviennent aveugles et leur capacité d'attaque tombe à 0. C'est là que les drones de reconnaissance ukrainiens entrent en jeu. Ils détectent ces coordonnées en effectuant des balayages millimétriques dans toute la ville et les banlieues, et les transmettent aux équipes d'attaque. Au cours des 2 derniers mois, plus de 60 points de communication russes dans ce secteur ont été détruits. Incapables de communiquer, de faire voler des drones ou de demander un soutien d'artillerie, les fantassins russes sont devenus des proies, essayant de se cacher dans des zones grises avec des capes d'invisibilité thermique. C'est précisément à ce moment d'aveuglement que le plan plus large de l'Ukraine entre en jeu. Le commandant du 1er régiment d'assaut indépendant, Dmytro Filatov, nom de code Perun, explique la logique derrière l'opération. Perun et ses troupes ont commencé à infiltrer la zone entre Zaporizhzhia et Dnipropetrovsk des mois à l'avance pour frapper l'ennemi par le flanc et les immobiliser dans une zone spécifique. Ils ont pénétré 12 km dans les positions russes. L'un des détails les plus impressionnants de l'opération est la manœuvre tactique décrite par Anton Derliok, commandant du 2e bataillon de la 95e brigade d'assaut aéroportée.
Derlyuk a dirigé son unité vers Oleksandrivka à la fin du mois de janvier. Ils avaient pour mission de chasser l'ennemi de la région de Dnipropetrovsk. Pour y parvenir, ils ont eu recours à une opération astucieuse et bien planifiée. D'abord, sous couvert de neige et de brouillard, ils ont infiltré les lignes ennemies et détruit des drones de reconnaissance, les Mavics. Ils étaient incapables de voir ce qui se passait sur la ligne de front. Ensuite, ils ont rapidement nettoyé la zone qu'ils avaient traversée. Ils ont entouré environ 60 soldats russes, en ont pris 3 prisonniers et ont détruit le reste. Passons au point principal de toutes ces manœuvres tactiques, à savoir leurs résultats. Pourquoi ces contre-attaques sont-elles si importantes? Parce que, comme l'affirme clairement l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine a progressé près de Kupiansk et a stoppé l'avancée de la Russie dans la région occidentale de Zaporijia. Plus important encore, ces contre-attaques forcent la Russie à effectuer des redéploiements urgents dans 3 zones différentes. En termes militaires, cela signifie que les généraux de Poutine ont paniqué. Ils ont été contraints d'envoyer des unités aéroportées et marines d'élite qu'ils avaient reposées, équipées et retenues pendant des mois pour une offensive de printemps et une opération de percée majeure à Donetsk vers les frontières de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. L'Ukraine n'a pas attendu que la Russie fasse son mouvement. Elle a renversé l'échiquier. Le commandement russe a perdu le luxe d'attaquer à un moment et un endroit de leur choix. Ils brûlent maintenant leurs réserves tôt pour combler les brèches ouvertes par l'Ukraine. Cela produit des effets tactiques, opérationnels et stratégiques, selon les rapports de l'ISW. Le plan d'offensive de printemps de Poutine est brisé par les frappes préventives de l'Ukraine alors qu'il est encore sur la planche à dessin. Oui, l'armée russe dispose d'une main-d'œuvre énorme, mais elle n'est pas infinie. Et surtout, cette force ne combat plus là où le Kremlin le souhaite. Elle est forcée de combattre là où l'Ukraine veut l'attirer. Au cœur de ce grand tableau se trouve Donetsk. Pour Poutine, occuper tout Donetsk n'est pas seulement un objectif militaire, c'est l'oxygène politique dont son régime a besoin pour survivre. C'est précisément pour cette raison que Zelensky et le commandant en chef Syrski ont visité le quartier général dans la région de Donetsk le 6 mars. La Russie doit démontrer une victoire sur les lignes de front pour dicter ses conditions aux États-Unis et à l'Occident à la table des négociations. Poutine essaie de s'asseoir à la table en disant « Donnez-moi Donetsk et Luhansk ». Cependant, l'armée ukrainienne est beaucoup mieux préparée que l'année dernière. Les paroles du commandant du groupe des forces conjointes, Mikhailo Drapati, le confirment. Nous avons commencé les préparatifs pour l'offensive de printemps en janvier. Chaque balle, chaque drone, chaque membre du personnel a été pris en compte. Les Russes prévoient d'encercler Kramatorsk et Sloviansk et de capturer Kostiantynivka. Mais les blessures infligées par le régiment Skelia au sud et le redéploiement des réserves là-bas transforment ces objectifs en un rêve de plus en plus inaccessible pour Poutine. À la fin de la journée, les flèches sur les cartes et les termes stratégiques se résument à une réalité, la main-d'œuvre et la volonté. Poutine peut-il compenser ses pertes? Plus de 600 envahisseurs russes ont été neutralisés lors de l'opération de Dnipropetrovsk seulement, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Depuis la deuxième moitié de 2025, les pertes russes quotidiennes oscillent constamment entre 1000 et 1500 et les combats se poursuivent dans chaque secteur le long d'un front de 1200 km. Comment la Russie essaie-t-elle de compenser ses pertes? Par 3 méthodes principales, qui approchent toutes d'un point de rupture. Premièrement, la mobilisation secrète. Le Kremlin ne veut pas répéter le choc social causé par la mobilisation partielle en 2022. Au lieu de cela, il mène des campagnes de recrutement de volontaires avec de fortes primes à la signature. Dans certaines régions, une prime de signature de 200 000 roubles est offerte, mais tous ceux qui étaient motivés sont déjà partis. Maintenant, la conscription est effectuée parmi les prisonniers, les travailleurs migrants d'Asie centrale et les sans-abri. Le niveau d'éducation, la motivation et la capacité de combat de ces individus soulèvent de sérieuses questions. Deuxièmement, les soldats nord-coréens. On estime qu'entre 10 000 et 12 000 ont été envoyés, mais les barrières linguistiques, les doctrines d'entraînement différentes et le manque de motivation limitent leur efficacité sur les lignes de front. Les taux de perte sont très élevés. Troisièmement, l'effondrement de la ligne iranienne. C'est là que l'impact indirect mais très critique de la guerre en Iran sur le front ukrainien entre en jeu. La Russie recevait des drones kamikazes Shahed 136 et des composants de missiles balistiques de l'Iran. Ces drones ont joué un rôle crucial dans les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. La destruction de l'infrastructure militaire iranienne par des frappes israéliennes américaines a coupé cette ligne d'approvisionnement. Les lignes de production de Shahed ont subi de lourds dégâts. Les usines de composants de missiles ont été bombardées. La ligne d'approvisionnement en munitions Téhéran-Moscou a été coupée. Ce n'est pas seulement un problème d'approvisionnement, c'est une crise stratégique.
Sans les drones Shahed, la pression sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine ne peut pas être maintenue, et sans composants de missiles balistiques, la capacité de production de la Russie est également confrontée à un goulot d'étranglement. Nous devons faire une pause ici et examiner le cercle extérieur de Moscou, car cet effondrement sur le terrain n'est pas seulement observé depuis Kiev ou Washington, il est également observé de manière impartiale depuis Pékin, Téhéran et Pyongyang. Comment l'alliance sans limite de Poutine est-elle mise à l'épreuve par ces réalités sur le terrain? Soyons clairs, dans les relations internationales, les alliés ne pardonnent pas la faiblesse, et en ce moment, il y a de la faiblesse sur la table de Poutine. Dès le début, la direction chinoise a vu cette guerre comme une opportunité pour ses propres intérêts. Xi Jinping voulait une Russie militairement forte pour distraire l'Occident, mais aujourd'hui, il fait face à une armée qui n'a même pas pu arrêter une opération d'infiltration lancée par 200 soldats ukrainiens pendant des jours, paniquant sur ses propres lignes de front et gaspillant ses unités d'élite. Pékin n'investit pas dans l'échec à parts égales. Chaque coup que Poutine subit sur le terrain augmente la domination économique et politique de la Chine sur la Russie. La Russie n'est plus un allié égal de la Chine. Elle devient un État vassal qui fournit de l'énergie bon marché et est militairement enlisé. Le front nord-coréen est encore plus tragique. Kim Jong-un a pris un pari stratégique en envoyant ses soldats d'élite en Russie. Cependant, en raison des tactiques imprudentes des commandants russes, ces soldats ne sont devenus rien de plus que des chiffres jetés sur les lignes de front. Les taux de perte sont si élevés que Pyongyang, qui doit sa capacité militaire à son armée massive, devra bientôt s'interroger sur le coût de ce renfort humain. Pourquoi gaspillerait-elle ses meilleurs soldats sur un front perdu? Et l'Iran, nous venons de mentionner que la ligne de munitions Téhéran-Moscou a été physiquement coupée. Mais ce n'est pas seulement la ligne d'approvisionnement qui a été coupée, c'est aussi la confiance stratégique. Alors que l'Iran est aux prises avec ses propres crises régionales et les dommages à son infrastructure, il est clairement visible que la Russie ne peut pas lui fournir un bouclier protecteur, ni diplomatiquement, ni militairement. Comment une Russie qui a abandonné ses propres lignes de défense à 19 km de profondeur aux drones et unités d'assaut ukrainiens peut-elle protéger l'Iran au Moyen-Orient? Cette réaction en chaîne, initiée par le régiment Skelia de l'Ukraine et se propageant sur tout le front sud, laisse Poutine isolé non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à la table diplomatique. Aucun dirigeant ne veut sombrer avec un régime qui dévore sa propre armée avec ses erreurs. Alors, que va-t-il se passer ensuite? L'initiative à Donetsk est toujours entre les mains des Russes. Les Russes attaquent dans presque toutes les zones. Un printemps et un été difficiles attendent l'Ukraine. La capture complète de Donetsk reste l'objectif militaire et politique numéro 1 des Russes et ils concentreront leurs forces là-bas ce printemps. Des lignes défensives sont en cours d'établissement à l'ouest de Pokrovsk, mais il reste incertain si les Russes s'y déplaceront. Dans le scénario le plus optimiste, les Russes ne pourront même pas capturer Kostiantynivka cet été. Ils sont entrés dans les faubourgs de la ville, mais ne peuvent pas avancer davantage. Les contre-attaques de l'Ukraine dans le sud obligeront les Russes à redéployer leurs forces, retardant et affaiblissant leur offensive de printemps. L'initiative à Dnipropetrovsk dans Zaporizhzhia est entre les mains de l'Ukraine. Les forces de défense ont contrecarré les plans de campagne printemps-été de la Russie ici. L'avancée du KDSHV vers Oleksandrivka est le résultat de plusieurs mois de planification, et on estime que le plan pourrait être plus large que ce que suggère la déclaration officielle. Les opérations de l'Ukraine vers Oleksandrivka et Uliaipol déstabilisent le front de Zaporizhzhia, forçant la Russie à une guerre d'usure sur 2 fronts. Si les commandants russes sont contraints de déplacer leurs unités d'assaut de Donetsk pour stabiliser le sud, le grand plan offensif pourrait s'effondrer, et la quasi-libération complète de Dnipropetrovsk permet à l'Ukraine de gagner en profondeur opérationnelle depuis le sud. Cela signifie une marge de manœuvre pour les opérations futures et une menace constante pour le flanc sud de la Russie. Poutine fait face à un dilemme stratégique, et le coût de chaque option est lourd. La première option est de stabiliser le sud et de retarder l'offensive de printemps. Cela signifie déplacer des troupes vers le sud en réponse aux contre-attaques de l'Ukraine dans le sud. Mais dans ce cas, les plans offensifs à Donetsk seraient suspendus et la promesse de Moscou de capturer complètement Donetsk serait vaine. La deuxième option est de négliger le sud et de se concentrer sur l'offensive de Donetsk. Cela comporte le risque que les contre-offensives de l'Ukraine dans le sud déstabilisent davantage le front de Zaporizhzhia. Si la Russie perd sa ligne défensive dans le sud, toute sa stratégie pour le sud de l'Ukraine pourrait s'effondrer. A-t-elle la force de faire les deux? Les taux de perte suggèrent que non, et l'Ukraine exerce une pression précisément sur ses points de vulnérabilité. Ce que nous appelons de petites victoires est en réalité une stratégie d'usure qui oblige constamment la Russie à prendre des décisions, divise ses ressources et perturbe ses plans.
Chaque petit succès ébranle le grand plan de la Russie, et lorsque ces éléments s'accumulent, le grand plan devient irréalisable. Alors, que pensez-vous de ces développements? Discutons-en dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ».